Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire. Nous sommes aujourd'hui le 15 et nous allons parler des 10 tricks qu'un utilisateur avancé d'OnCrawl peut utiliser pour gagner du temps avec notre application. Il est pile 11 heures, on va donner quelques secondes aux retardataires éventuellement, ce qui va me permettre de vous dire et de vous rappeler que nous sommes en train de travailler sur la nouvelle mouture de OnCrawl et qu'elle sera bientôt disponible en bêta et que vous pourrez nous faire des remontées éventuelles sur des améliorations ou des petits bugs. Nous vous mettrons à contribution pour valider notre nouvelle interface. Vous verrez, il y a beaucoup de nouvelles features qui arrivent. On ne peut pas tout dire encore, mais je pense que les néophytes comme les plus avancés et les plus aguerris seront heureux de trouver cette nouvelle mouture. On va commencer tout de suite. Vous me connaissez maintenant, je suis Alberton, Customer Success Manager pour OnCrawl. Mon travail à moi, c'est de faire en sorte que vous utilisiez l'application le plus sereinement possible et que vous puissiez me faire un maximum de feedback et sur vos besoins éventuels ou sur votre manière d'aborder l'outil pour que je puisse éventuellement vous attirer vers de nouveaux sujets ou de nouvelles manières d'utiliser OnCrawl. Euh, Aujourd'hui, voilà la liste des 10 tricks que nous allons étudier. Il y en a bien sûr plein d'autres. Il y en a qu'on ne peut pas citer. Il y a des petits hacks aussi et quelques easter eggs si vous voulez les chercher. Il y aura sûrement des cadeaux à la clé. On va parler d'abord de notre graphe le plus, entre guillemets, complexe à saisir et pourtant un des principaux graphes qui est le graphe du near duplicate. On pourra ensuite parler des n-grammes et comment vérifier si un contenu a été pris en compte dans le near duplicate et où se trouve ce contenu pris en compte. Vous constaterez que souvent ce sont les headers, les footers ou la pauvre qualité ou le manque de contenu dans une page qui impacte le near duplicate. On parcourra une nouvelle segmentation que j'ai trouvée assez intéressante pour attaquer vos données d'une manière peut-être plus opérationnelle et qui vous permettrait, si jamais vous résolvez les problèmes, de gagner très rapidement en visite SEO et en crawl de Google. On fera un check sur le maintien des URL au fur et à mesure du temps et je vous montrerai comment on peut, avec un crawl, checker très très rapidement un ensemble très volumineux d'URL. On monte à plus de quelques milliers d'URL d'une manière assez simple. Je vous parlerai des custom fields, qui est une des évolutions. Tous les comptes n'ont pas forcément encore les custom fields aujourd'hui, il faut en faire la demande. Le custom field est un outil très puissant qui permet de récupérer des données dans les pages. Sur simple demande, vous pourrez avoir accès à ces custom fields-là. Vous verrez, ils sont configurables avec des expressions régulières. On ne fera pas de focus sur les expressions régulières ou sur des XPath. Vous allez voir à quel point ça peut être intéressant éventuellement de rapprocher vos données qui sont inscrites par le data layer de vos pages avec les données on-crawl. On testera le code d'une pré-prod, on vous montrera comment préconfigurer un crawler pour attaquer une pré-prod. Les quick filters qui vous permettent, si vous ne les connaissez pas encore, d'aller plus vite à l'essentiel. On a réuni dans des filtres automatisés des informations qui nous paraissent vraiment essentielles, les liens qui pointent vers des 400, les pages trop lourdes, les pages qui ne répondent pas bien. On verra on verra deux fois comment tester le code en pré-prod, mais non, c'est une erreur, ce sera la surprise. Et on verra la préconfiguration des appels pour l'API et on pourra aussi checker le debug log. Je commence tout de suite avec le near duplicate. Alors vous connaissez sûrement ce graphe qui est à droite, qui peut paraître un petit peu violent quand on le regarde comme ça, et pourtant il est relativement simple à comprendre. On a trois couleurs qui nous permettent de savoir si les canonical existent dans la page. Donc on a des ensembles de pages, par exemple en bleu foncé, des ensembles de pages où la canonical n'est pas setée sur la page, et ça peut être un problème. On a les ensembles de pages et les clusters qui ont la canonical qui match, c'est-à-dire que chaque élément, chaque petit carré représente un ensemble de 4 pages ici ou 6 pages ici. Est-ce que ces 6 pages pointent vers la même canonique? Et plus contraignant, eh bien, quand on détecte des pages qui sont similaires au niveau de leur contenu, mais dont les canoniques ne sont
elles sont CT mais ne pointent pas vers les mêmes pages, ça peut être un problème. On sait que Google va dépenser énormément de budget de crawl sur cet ensemble de pages où les canoniques ne matchent pas. On a aussi dans cet écran deux filtres qui nous permettent de réduire les clusters à leur plus petit volume, d'augmenter le nombre de pages par cluster, ou alors de filtrer sur la distance et la proximité. Et vous verrez en quoi ce deuxième filtre est extrêmement intéressant. La première des choses qu'on va faire, c'est enlever les canonical qui matchent, parce que ça ne pose pas de problème si le travail est bien fait. Vous allez enlever le canonical qui match, donc vous allez cliquer sur la légende pour enlever les canonical qui matchent, et on va se retrouver avec un graphe qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus grand, dans lequel vous pouvez travailler. Là, on va distinguer deux types de canonical, celle dont je vous ai parlé, les node 7, qu'il va falloir traiter en priorité, rajouter une canonique et c'est fini, la bonne en l'occurrence. Et ensuite, on a les canoniques, les pages, les clusters, les ensembles de pages qui ne matchent pas. Pour ces ensembles-là, le petit trick, c'est de faire glisser le slider de droite pour aller chercher les pages qui sont proches mais pas trop, c'est-à-dire les pages les moins proches sémantiquement. Ces pages-là ont un ensemble de mots communs avec une fréquence commune. Elles ne sont pas forcément des pages qui parlent de la même chose, mais en tout cas, elles ont des rapports, un rapprochement sémantique. On estime, normalement, quand on clique sur chacun des ensembles, que les pages de cet ensemble-là pourraient très bien avoir un maillage entre elles, et ce maillage serait pertinent puisque les pages sont proches sémantiquement. Vous voyez, un petit trick sympa, comment améliorer mon maillage interne, vérifier mes pages d'ensemble où les canoniques ne matchent pas, et se dire, pour les moins similaires, faire des liens les unes aux autres. Ce qui n'empêche pas le travail sur la canonique ensuite, mais d'abord, vous pouvez très bien faire des liens en interne. Et puis, quand on prend le problème dans l'autre sens, on va prendre les pages qui sont les plus proches sémantiquement, et là, on a forcément un problème. Donc, on voit qu'on a des ensembles qui sont très petits. On a des ensembles de 2 à 2. Donc, ces ensembles de 2 à 2, je vous invite à cliquer dessus et à vérifier quel est le problème. Souvent, ce sont des symptômes de slash à la fin de l'URL ou de HTTP, HTTPS, et vous verrez que c'est très facile à résoudre. Et après, il y a des ensembles qui sont plus gros, qui sont très proches sémantiquement, et là, il est intéressant d'aller chercher un peu plus loin et comprendre pourquoi ces pages ont été considérées comme trop proches du point de vue de leur contenu. Vous verrez que si vous cliquez sur un ensemble, et c'est ce que je dis à la suite, on arrivera sur un Data Explorer que vous voyez là ici. J'ai cliqué sur un ensemble de 8 pages et dans le Data Explorer, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut très bien aller rajouter une colonne qui est la colonne Ngram, qui va nous permettre pour chacune des pages de sortir la liste intégrale de tous les contenus qui ont été pris dans l'analyse du Ngram. Et là, vous voyez particulièrement un souci, c'est que on prend en considération que le contenu qui est dans les NoScripts ou dans les scripts peut très bien être mal interprété par Google et dans ce cas-là, créer du bruit et de la duplication de contenu. Outre ces problèmes de script qui peuvent déborder, souvent ça peut être aussi un problème d'encodage, il peut y avoir des soucis, on va retrouver ensuite des mots, des ensembles de mots. Ma souris ne marche pas forcément très bien. Voilà, par exemple, la décoration d'intérieur, c'est un Ngram, c'est un 2 grammes, il est répété 12 fois sur cette page-là. J'ai cliqué sur le petit object ici pour voir ces affichages-là. Et donc, du coup, je vais pouvoir, comme je connais le site, comme je connais mes pages, je vais pouvoir, à la vue de ces ngrammes, vérifier si c'est le contenu principal de la page qui est similaire. Et dans ce cas-là, on suppose que si on est sur deux versions de produits, il y a peut-être un travail à faire sur les canoniques ou sur les pages hub, par exemple. On en avait parlé dans notre dernier webinaire, ça avait été une question qui avait été abordée. Et on peut détecter si c'est le contenu principal de la page qui est en dupliqué ou si c'est ce qu'on considère être le bruit. Le bruit, c'est le header, la navigation, la colonne de droite qui peut se répéter de page en page très, très facilement, ou les footers qui sont très massifs, ou des méga menus. Vous n'y faites pas vraiment attention parce qu'ils ne sont pas affichés, mais le contenu existe dans la page et il est dupliqué sur 100% des pages. Et donc, si ce contenu bruit-là est volumique par rapport au contenu principal de la page, ça peut poser un problème et c'est à vous de voir comment vous devez gérer vos canoniques. Donc, pour refaire le distinguo, on a les pages qui sont toutes dans des clusters. On va déterminer les pages qui sont les plus éloignées sémantiquement.
et faire des liens entre elles, déterminer les pages qui sont les plus proches sémantiquement et vérifier les n-grammes ensuite pour pouvoir connaître et appliquer une résolution intéressante au point de vue du code source. Je vous ai parlé d'une segmentation qui va bien. J'ai récemment fait une segmentation pour un de nos projets qui permettait en fait de vérifier que les données, enfin les directives d'indexation et de non-indexation étaient à la fois bien suivies par Google, n'étaient pas en contradiction avec les visites potentielles, qu'on n'ait pas une page en non-index qui reçoivent quand même de la visite SEO, et vous verrez que ça arrive, il en existe. Vérifier si les pages orphelines étaient des pages qui étaient vraiment considérées comme abandonnées avec un traitement particulier, ou si c'était simplement des pages qui avaient un défaut de maillage et qui recevaient aussi des visites. Et donc cette segmentation-là, que je me suis permis de vous laisser à télécharger sur un TextUp, vous voyez en haut à droite au-dessus de vos pages groupes, vous pouvez éditer les JSON. Donc ça, c'est un petit tips aussi pour gagner du temps. Vous pouvez éditer le JSON et vous copiez simplement la configuration que j'ai mise à disposition ici, vous aurez l'URL évidemment, dans le edit JSON dans un nouveau set, et vous aurez votre configuration qui est faite automatiquement. Cette segmentation, elle est intéressante parce qu'on peut constater, par exemple, sur l'ensemble page compliant, ça veut dire qu'elles sont compliantes à l'indexation, il n'y a pas de problème d'indexation, elles sont visitées par Google, elles sont hitées par Google, et finalement, on se rend compte que seules quasiment un peu moins de la moitié sont visitées. Et donc, du coup, peut-être que ce groupe de pages-là, qu'on considère forcément être compliant et donc importante, hein, il y a peut-être une évolution à faire ou une optimisation à faire pour que 100% de ces pages, si elles sont intéressantes, puissent être visitées. Donc on voit qu'on va vérifier que les pages bloquées n'attirent pas des visites quand même. Par exemple, on a ici les Deny by Robots qui sont très volumiques et qui ne fabriquent aucune visite SEO, et tant mieux, qui ne sont pas actives. On voit aussi que on a les Denied Robots qui ne sont pas crawlés, donc tout va bien, hein, tout est respecté. Par contre, on peut voir que la fréquence de crawl sur les pages orphelines, elle est énorme. Et c'est étonnant parce que ces pages orphelines fabriquent quelques visites, mais pas énormément. Et pourtant, on consomme énormément de crawl budget ici. Il y a peut-être une optimisation à faire dans ce sens-là. Il faut voir que les pages qui sont en non-index continuent à avoir des fréquences de crawl. Les pages qui sont non compliantes continuent à avoir des fréquences de crawl. Tout ça, c'est du budget de crawl qui est dépensé. Les pages orphelines, il y a des pages orphelines qui sont hitées mais pas visitées et qui ont des fréquences de crawl, et des pages orphelines hitées et visitées qui consomment énormément de crawl. Cette segmentation-là, elle vous permet d'être un peu plus précis sur votre définition d'indexabilité et sur la qualité de votre site. Vous y gagnerez en visite SEO. Le maintien du test des anciennes URL. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il arrive, en fonction du cours normal de la vie d'un site internet, que les pages orphelines, que les anciennes URL qui étaient maintenues en 301, les 301 ou d'autres status codes explosent à la mise à jour d'un nouveau produit. On pense souvent à faire des redirections quand on passe d'une vieille version à une nouvelle version, mais que fait-on des anciennes versions et comment gérer les anciennes URL? Eh bien, avec OnCrawl, vous pouvez définir un crawl très simple qui a une profondeur maximum de 1 et dans lequel vous allez définir un ensemble conséquent de start URL, de nouvelles start URL. Et toutes ces pages-là vont devenir les pages d'entrée de notre crawler. Et notre crawler ne va aller qu'en profondeur 1, donc il ne va visiter que ces pages-là. Ce qui va vous permettre très rapidement, en quelques pouillèmes de minutes, d'avoir la réponse, d'avoir les informations sur les status codes de vos pages. Et vous verrez, si c'était un crawl récurrent, vous pourrez voir l'évolution et la gestion de vos anciens status codes. Et on sait que c'est très important. On sait qu'il y a beaucoup de nos utilisateurs qui ont besoin de savoir si les redirections
sont toujours présentes, si les status codes ou les pages répondent en erreur après une migration. Ce serait dommage d'avoir une 301 qui réponde en 500 après la mise en prod du nouveau code. Donc voilà, vous avez un moyen là, donc définir un crawl, qu'il soit récurrent ou pas. Je vous invite à le faire de manière récurrente, ça peut être intéressant, une fois par mois ou une fois par trimestre éventuellement, avec une somme énorme de start URL, de nouvelles start URL, et vous pourrez vérifier vos status codes. Je fais un petit aparté, on expose aujourd'hui les données au travers d'une API qui est sujette à une tarification, mais ce n'est pas le sujet. Et cette API-là peut vous permettre de maintenir des Google Spreadsheets ou carrément une Google Spreadsheet qui est ensuite incorporée dans un Google Data Studio et qui vous permet de créer du dashboard à afficher à vos référents et qui peut vous permettre de suivre l'évolution de votre qualité HTML. Évidemment, OnCrawl fournit aussi un support sur la création des dashboards. Il suffit de nous contacter avec un use case précis et on vous accompagnera dans la création de ces dashboards. Les custom fields. Les custom fields, j'en ai parlé tout à l'heure, ils ne sont pas nativement actifs sur tous vos comptes. Ne vous inquiétez pas si vous ne les trouvez pas. Ils sont dans la définition d'un nouveau crawl. Donc, pour pouvoir créer un custom field, qui est en fait une option permettant d'aller extraire du contenu de la page, que ce soit de votre site internet ou du site du concurrent. Vous verrez qu'on peut faire un relevé de prix avec du custom field. L'objectif, c'est bien, ici, le use case, c'est bien d'aller chercher les données du data layer parce que vous avez fait attention à ce que toutes vos pages contiennent les bonnes informations pour que vos outils d'analytics puissent faire leur job correctement. Une fois que vous avez fait ce travail-là, ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter dans la catégorisation de vos pages, par exemple dans OnCrawl. Et donc, du coup, les custom fields permettent d'aller chercher des informations. Ici, par exemple, on a un custom field qui va aller chercher le SPROP2 ou le SPROP3 ou le SPROP4. Et ce custom field-là va devenir pour chaque URL une colonne à part entière des données dans le Data Explorer. Et vous pourrez ensuite jouer avec ces colonnes que je vais appeler des colonnes pivots qui permettent de rapprocher les données d'OnCrawl avec les données de vos outils externes. Vous pourrez avoir ces colonnes pivots qui seront remplies de manière automatique à chaque crawl et vous pourrez vérifier par exemple l'existence d'un tag ou le maintien d'un tag, compter le nombre d'items, éventuellement compter le nombre d'appels HTTP depuis vos pages HTTPS, sont le genre de use case qu'on a en ce moment, ou extraire votre data layer. Donc, je vous explique comment ça marche. On clique sur Setup a new crawl, on cherche l'endroit où il y a les custom fields, ici. On va créer des nouveaux custom fields. On va éditer le custom field ou créer un nouveau custom field. Et là, au choix, on va pouvoir mettre une expression régulière. Donc, en l'occurrence, là, on voulait extraire la partie SPROP2 et ce qu'il y avait entre les doubles cotes. Eh bien, on a une expression régulière. Je ne rentrerai pas dans les détails des expressions régulières. Il y a sur notre article prochain des liens directs vers les expressions régulières que nous utilisons. Ce sont des expressions régulières qui sont issues de Elasticsearch, donc c'est du Lucent. Elles sont particulières. Vous voyez que là, le pattern que l'on recherche, donc le pattern que l'on recherche se trouve entre ce guillemet et ce guillemet. On recherche n'importe quoi qui n'est pas une double cote. En gros, je prends cet ensemble de données-là et je vais dire, trouve-moi toutes les lettres qui ne sont pas, tous les caractères qui ne sont pas des doubles cotes et renvoie-moi ça dans une valeur. Et vous voyez qu'une fois que les valeurs sont setées, vous voyez que dans la colonne de votre Data Explorer, pour chaque URL, vous avez en face votre custom field prop2, prop3, prop4, prop7, qui va vous permettre ensuite de faire éventuellement de la catégorisation de pages. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant, ou simplement de l'export de données et du croisement de données avec vos données analytics. La catégorisation de pages basée sur votre propre data layer permet d'afficher à des gens qui ne sont pas forcément de votre métier, des données parlantes pour eux. Elles ont le même nom que les données qu'ils manipulent d'habitude. Et ça, dans un reporting, c'est très intéressant. Le custom fields d'extraction de contenu est là, c'est sur une expression régulière. On a aussi éventuellement le custom fields de relevé de prix. Je pense que relever le prix des N-spinners en ce moment, ça peut être intéressant pour tout à chacun. Attention, bien sûr, vous ne releverez en XPath que du code qui est produit par le serveur.
nous n'avons pas nativement dans OnCrawl, en tout cas vous n'avez pas accès nativement dans OnCrawl au relevé de prix issu de l'analyse du DOM rendu, et ça forcément c'est un coût différent, et je vous invite à prendre contact avec nous pour voir comment faire du relevé de prix sur DOM rendu. Mais là, pour faire du relevé de prix dans du HTML, on voit que l'élément qu'on veut relever est ici. Il suffit d'aller dans l'explorateur de contenu de Chrome, par exemple, de copier le XPath. Normalement, il est plutôt bien fabriqué. Il se peut que vous ayez à mettre à jour certaines strings de XPath. Mais en gros, ça marche plutôt bien avec la copie native. Et vous envoyez ensuite, comme tout à l'heure, votre crawl sur la profondeur 1 de l'ensemble des pages sur lesquelles vous voulez relever les prix. Et vous pourrez avoir un custom field sur le nom du produit, sur le prix du produit, sur le nombre d'éléments neufs. Par exemple, c'est un très bon moyen de faire de la veille concurrentielle assez rapidement. Vous lancez ça tous les matins sur un ensemble de 20 pages, 100 pages, 1000 pages. À vous de définir ça. Et vous aurez votre relevé de prix fait en natif. Je pense que ça vous fait gagner du temps, ça. Tester la présence d'un tag. Alors, moi, je sais que dans mon ancienne vie, dans un très grand groupe, il arrivait que les tags sautent. Ça peut arriver à tout à chacun et il ne faut pas forcément en vouloir ni à l'un ni à l'autre. Mais par contre, on ne peut pas passer en prod si on n'a pas les tags. Et donc, ce qu'on a imaginé, c'est de pouvoir faire du test. Donc, on teste if existe, si cette valeur-là, qui est une expression régulière, qui n'est même presque pas une expression régulière, je veux juste vérifier que mon UA 36 48 63-11 est toujours présent dans les pages. Je check s'il existe. Il y aura marqué true sur 100% des URL où il existe et false si jamais une URL n'a pas de tag analytics. Ce qui vous permet, par exemple, en phase de recette, de vérifier que vous avez bien votre tagage qui est en place, que vos données sont bien présentes et qu'il n'y a pas de souci sur vos URL ou qu'il n'y a pas de cookies dans les URL. Je parle de tester la présence en phase de recette. Évidemment, notre crawler ne peut pas forcément passer sur tous les serveurs. Vous pouvez avoir des blacklistages par IP ou de ces choses-là sur vos environnements de pré-prod. Maintenant, on a des moyens de définir une authentification. Vous pouvez définir une authentification et faire un crawl de pré-prod. Et ce crawl de pré-prod, en le lançant successivement, vous permet jour par jour, ou semaine par semaine, ou sprint après sprint, de vérifier que les évolutions sont bien en place et qu'il n'y aura pas de sujet ou de problème SEO. Vous aurez un passage en prod assez fluide, je dirais même très fluide. Vous voyez par exemple, on a eu un use case. On part du premier crawl le 2 avril, on découvre une page, problème. Ok, on corrige le problème, c'était un rendu JavaScript qui ne marchait pas du tout. Ensuite, on arrive à crawler 528 pages. Ok, quel est le problème? On analyse le nombre de pages, le nombre de liens, on analyse les liens cassés. Et vous verrez que analyser les liens cassés, c'est une très bonne méthode et que ça peut se faire avec un quick filter. Et au fur et à mesure des crawls, on arrive à la valeur nominale du nombre d'URL qu'on cherchait à détecter, 108 000 là, mais il nous a fallu quelques jours pour réussir à faire un crawl, ça c'est plutôt rapide, faire l'analyse, ça peut être complexe, mais vous verrez que les quick filters peuvent vous faciliter la vie, et au fur et à mesure des crawls, on arrive à corriger les coquilles qui étaient présentes dans le code, et on passe en prod de manière assez fluide. Les quick filters, j'en parlais justement. Il y a dans les Data Explorer, donc dans notre outil Data Explorer, Tools, tout en bas de votre colonne de gauche, Data Explorer, il y a des quick filters qui ont été créés et qui permettent d'aller plus vite à l'essentiel. Alors, je vous ai mis en gras ceux que j'estime être vraiment importants. Les pages actives avec des status codes rencontrés par Google qui sont différents d'un 200. Ça veut dire que vos utilisateurs tombent bien sur une page. Elles sont actives, elles reçoivent des visites SEO, mais par contre Google, lui, il a un code retour qui n'est pas un 200. Et donc, il y a de fortes chances que vous ne fassiez pas forcément le même travail pour vos utilisateurs et pour Google. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire attention. Les canonical qui ne matchent pas, on les a vus dans notre premier exemple. Les pages orphelines qui sont actives, elles n'ont plus de lien qui pointe vers elles et pourtant elles reçoivent des visites SEO. Il vous suffit de faire un clic dans ce quick filter là et vous aurez instantanément la liste de toutes vos pages
orphelines qui sont actives. Les pages qui sont dans la structure mais qui ne sont pas crawlées par Google, donc là vous avez un défaut d'optimisation de budget de crawl. Vos pages sont bien découvrables au travers de notre crawl, du crawler. Par contre, Google, lui, ne vient pas les crawler. Il y a peut-être un sujet. Si ce sont des pages importantes pour vous, il faut que vous puissiez manipuler ou tordre votre site pour qu'il puisse venir, pour que Google puisse venir les manipuler. Pour moi, les trois très importantes ici, ce sont les pages qui pointent vers des 300, on sait que ça craint. Les pages qui pointent vers des 400, on sait que ça craint. Les pages qui pointent vers des 500, ça craint encore plus. Désolé d'utiliser ce langage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir des liens cassés. Et vous verrez que il ne faut pas grand-chose comme énergie pour corriger ces liens. Ils sont souvent dupliqués sur toutes les pages. Et vous améliorerez forcément vos fréquences de crawl en suivant et en rapportant directement à vos développeurs ou à votre chef de projet, bonjour, voici la liste des liens qui pointent vers des 400, l'URL de départ c'est celle-là, l'URL d'arrivée c'est celle-là, et l'encre dans la page c'est celui-là, c'est celle-là. Vous verrez qu'ils gagneront, tout le monde gagnera en efficacité et en vitesse. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec les quick filters. Les quick filters, une fois que vous avez les pages qui pointent vers des 400, peut-être que vous avez envie de voir les pages qui pointent vers des 400 et qui pointent vers du HTTP. Et vous pouvez éditer ce quick filter, rajouter vos propres filtres à l'intérieur. Vous pourrez même par la suite l'enregistrer dans les own filters. On le traite dans l'article qu'on va produire la semaine prochaine. Ce sont des filtres qui vous font vraiment gagner en efficacité. Il faut les connaître, il faut savoir que vous pouvez les trouver dans le Data Explorer. Souvent, on vous pose une question en réunion, vous avez besoin d'aller très vite. Vous pouvez avoir un crawl d'affichier, un Data Explorer et aller vite à l'essentiel avec ces quick filters là, ou avec vos own filters que vous pouvez ensuite partager. Chaque own filter a sa propre URL. Ça, on en parlera dans notre article. Je sais que ça commence à beaucoup se faire. Notre API commence à être vraiment très interrogé et j'ai eu beaucoup de retours des utilisateurs disant qu'elle n'était pas forcément facile à comprendre, à digérer ou peut-être de temps en temps mal documentée. On fait un vrai travail pour la documenter, mais nos développeurs ont besoin d'aller vite et vos développeurs ont besoin d'aller vite. Et donc du coup, on peut très bien se dire que notre OQL, le On-Call Query Language, est en fait issu d'une sélection, d'un filtre particulier. Et donc, si vous allez dans le Data Explorer et que vous faites vraiment la sélection de ce que vous voulez faire comme requête à l'API, avec des AND, avec des OR, avec des filtres particuliers, avec des blocs, il vous suffit ensuite d'aller regarder votre URL et vous aurez l'intégralité des champs à envoyer à l'API. Et vous verrez que vous gagnerez énormément en vitesse lors de la construction de vos appels à l'API. L'OQL, c'est quelque chose de particulier, il est défini par nous, il est très puissant, vous avez 100% des maîtrises de on-crawl à l'intérieur, mais il faut pouvoir les manipuler, il faut pouvoir l'attaquer simplement, et passer par le front pour créer une requête API, c'est beaucoup plus simple que de la faire à la mano dans son petit code. Je vous donne un autre petit tool, là je l'ai mis exprès, vous voyez qu'ici j'ai un petit logo, c'est le plugin d'OnCrawl. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite vraiment à le télécharger, c'est quelque chose qui est très agréable à utiliser, il vous fait aussi gagner en vitesse, vous pouvez avoir de l'information qui est personnelle, c'est de l'information qui sont issues de vos propres données on-crawl, une fois que vous êtes logué. C'est un moyen aussi d'aller à l'essentiel, connaître les liens externes, connaître les liens internes, vérifier l'indexabilité, vérifier la canonical, vérifier si le robot.txt est index, follow. Vous avez toutes les informations qu'un SEO a besoin d'avoir à l'intérieur de ce plugin-là. Il est disponible pour Chrome. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous faire une petite mention, un petit like, ou si vous avez des commentaires, on sera ravis de les prendre en compte. Eh bien, on arrive presque à la fin et je voulais quand même vous parler du dépôt de log. Donc, ce n'est que pour les projets Advanced qui ont une analyse de log. Les utilisateurs ne le savent pas forcément, mais on a un outil qui permet de vérifier le dépôt des logs. Et donc, vous voyez dans le GIF à droite, on clique sur Settings sur la home d'un projet, on va sur le Log Manager Tool, là on voit ce qui s'est passé, on voit le nombre de fichiers uploadés, on voit la trend du nombre de fichiers uploadés, s'il y a un trou dans les données, on voit le nombre de lignes processées, s'il y a un trou dans les données, on voit le nombre d'erreurs encourues, et ensuite, pour chaque fichier de log, on peut cliquer à l'intérieur et vérifier les lignes, vérifier quelles sont les lignes qui ont été filtrées. Vous voyez qu'on filtre les adsbots.
Ce Log Manager Tool vous permet, avant de nous contacter et d'attendre une réponse, d'aller faire votre propre check du dépôt de log. Et on gagne en simplicité, vous gagnez en efficacité et tout le monde est gagnant en utilisant ce petit tool-là. Donc, il est sur la home des projets. Et je vous invite vraiment à l'utiliser, parcourir éventuellement et analyser les anomalies. Nous sommes arrivés à la fin de cette session. Elle était volontairement plus courte. On a eu des bons retours sur les formats, le fait que les sessions soient plus courtes. Je vous rappelle qu'on a un Rocket programme qui vous permet de vous former intégralement à l'outil en une journée. Je vous laisse m'envoyer un mail pour cette inscription et connaître les prochaines dates. J'espère que ce format court vous a plu et je vous invite à nous poser vos questions maintenant.